politique. Attention au micro. Du coup, je vous présente l'équipe de Démocratiser la politique qui va vous présenter son rapport qui s'appelle Tous les mêmes, et où ils font pour en finir avec l'éviction des classes populaires de la politique et des institutions, et aussi donc avec une revendication qui sort de ce rapport qui est la parité sociale. Donc merci à toutes et à tous d'être là, de faire cette carte blanche au stand de la Fondation Daniel Mitterrand, et sans plus attendre, je vous donne la parole. Allô, oui. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Merci à la Fondation Daniel Mitterrand pour l'invitation. Donc, Démocratiser la politique, on est un collectif de chercheurs, chercheuses, élus, citoyens, citoyennes engagés, principalement de classes populaires, et dont l'objectif est de sortir la politique de l'entre-soi, arrêter avec la surreprésentation des classes supérieures en politique et imposer la parité sociale. Si vous avez envie de savoir pourquoi et comment ça va se passer, restez avec nous, l'heure qui va venir, vous allez voir des chiffres hallucinants, vraiment hallucinants, et des témoignages chocs et marquants. Donc nous avons ici Annie Lameur, qui est élue conseillère régionale et qui est aussi co-chercheuse de Démocratiser la politique. Kevin Vacher, qui a co-initié Démocratiser la politique et qui est sociologue et militant à Marseille. Et Faustine Garcia, juriste, qui a fait un mémoire sur la parité sociale en politique. Je suis Charlotte. Alors déjà, vous ne savez pas vraiment de quoi on va vous parler, mais vous pouvez retrouver notre rapport à télécharger sur notre site démocratiserlapolitique.org. Ce rapport, c'est le fruit de près de 3 ans de recherche, de la recherche sociologique, de la recherche quantitative et qualitative. C'est énorme, c'est un beau bébé de 150 pages. On va bientôt faire une version plus synthétique, mais vraiment il contient des témoignages, des chiffres, il est très facile à lire. On vous invite à aller le télécharger. On a aussi ouvert récemment une coalition pour la parité sociale. J'imagine que rien qu'avec ces mots, vous avez envie d'en faire partie. Donc venez, signez l'appel. L'appel est aussi sur notre site. Donc, vous pouvez laisser votre mail. Je ne sais pas si certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont déjà signé cet appel. Est-ce que vous pouvez lever la main si des gens nous connaissent déjà? Qui nous connaît? Ouais, super, super, merci. Merci les alliés. Donc n'hésitez pas à faire tourner cet appel. Évidemment qu'on a besoin d'être le plus nombreux possible. Je vais laisser la parole à Annie, juste pour vous dire que cette heure, elle a pour objectif de vous donner envie de vous approprier ce sujet que vous connaissez, que vous vivez personnellement peut-être déjà depuis très longtemps ou pas. En tout cas, le but c'est que vous ayez les cartes et les chiffres et de la matière pour pouvoir en parler, vous appuyer dessus pour, avec nous, essayer de l'imposer. Donc Annie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le constat duquel vous êtes parti pour lancer Démocratiser la politique et ensuite comment ça s'est construit? Bonsoir. Alors moi déjà je voulais juste au départ dire que j'étais hyper fière parce que dans ma vie j'aurais été pendant 3 ans co-chercheuse. Voilà. Et c'est une expérience extraordinaire de travailler avec des sociologues comme Kevin, avec vous les filles aussi. Enfin je pense que ça a été pendant 3 ans un travail intellectuel intéressant et aussi une aventure humaine. Alors je veux dire une aventure humaine parce que on s'est rendu compte que une partie de la population avait mis la main à la mainmise sur la représentation politique. Elle a la mainmise sur que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le Sénat, le Parlement européen. Et donc,
on s'est demandé comment on pouvait et pourquoi déjà, comment ça se passe, pourquoi cette mainmise. Et donc DLP s'est créé et a permis de réunir des personnes. Moi je suis élue, on est quelques élus, il y a des personnes de la société civile, il y a des militantes, des militants et des chercheuses et des chercheurs. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant ces 3 années, on a, je dirais pas confronté, on a partagé notre expérience, soit d'élus, soit de militants. Même quand on est élu, on est aussi militante et militant. Nos expériences, que ce soit à l'intérieur des partis politiques ou à l'extérieur, que ce soit pendant des campagnes électorales, etc. Et donc pendant ces 3 années, on a échangé, on a auditionné des personnalités qui ont travaillé sur le sujet, comme Julia Cagé par exemple. On a auditionné des élus, on a auditionné des militants comme Salah Oukran qui était là tout à l'heure et qui lui s'est investi à Toulouse. Et donc ça nous a permis de partager un petit peu et d'entendre quelles étaient les limites qu'on nous a imposées et qu'on nous impose encore pour pouvoir accéder à des postes d'élus. Enfin, moi je suis élue, mais alors, bien sûr que c'est un vrai hasard, hein, parce que Linda, qui est derrière, connaît mes aventures politiques, et franchement je suis une exception, mais je suis une exception parce que je n'ai pas adopté les codes des puissants, parce qu'en général il vaut mieux adopter les codes des puissants pour arriver à avoir des postes à responsabilité. Donc on a travaillé pendant ces 3 années, et ce qui a donné le rapport, est-ce que Kevin va nous en parler, parce que lui il a les chiffres en tête et moi j'ai pas tous les chiffres en tête, j'en ai quelques-uns, mais je les ai pas tous. Et on s'est dit qu'on allait élargir notre travail, élargir nos constats, élargir et voir avec des alliés comment on peut avancer ensemble, comment on peut faire pour que les partis politiques changent leur doctrine, comment on peut faire pour que les partis politiques cessent d'aller expliquer dans les quartiers populaires ou dans les villages, dans le rural, parce que c'est la même chose, aller expliquer aux gens comment on doit faire, comment on doit penser, comment on doit trier ses déchets, comment ci, comment là, mais après on ne leur permet pas à ces personnes d'avoir des postes à responsabilité, et Kevin nous le rappellera, notamment sur les municipales, plus on monte sur une liste et moins on a de personnes issues soit des quartiers pop, soit en tout cas des milieux populaires. Donc voilà le travail qui était vraiment passionnant, qui était intéressant. Et je voudrais quand même dire combien dans notre collectif, on avait une association qui m'a beaucoup marquée, moi, qui est l'association des femmes des gens du voyage, dont je ne me souviens plus le nom de l'Assovas. Et j'ai vu des femmes qui, au début, il y a 3 ans, parlaient très peu dans nos réunions, intervenaient très peu, et qui maintenant, on a fait une présentation du pré-rapport à l'ENS, tranquille, elle présentait ça d'une façon extraordinaire, c'était simple avec ses mots, et c'est bien la preuve que même quand on n'est pas allé à l'école bien longtemps, que même quand on vient d'un milieu qu'on dit défavorisé, et on sait très bien ce qu'on veut, on sait très bien vers quoi on veut aller, et on sait très bien se prendre en charge et prendre en charge la population. Donc moi, ça a été le point particulier qui m'a la plus émue, et rien que pour ça, je vous remercie. Merci Annie. En effet, tu faisais donc partie des 43 co-chercheurs et co-chercheuses avec Sue-Hélène Demestre de l'organisation d'Assovas dont tu viens de parler. Et donc vous avez été des personnes représentant 4 territoires en France, juste pour vous expliquer un peu concrètement, l'Île-de-France, Roubaix, Marseille et l'Ain. Et donc dans ces 4 territoires, vous avez fait une trentaine d'ateliers sur un peu plus de 2 ans.
pour mettre en commun vos expériences. Et il y a eu aussi des week-ends d'inter-ateliers où tout le monde dans les différents territoires se retrouvait pour arriver à un constat systémique qui a ensuite été questionné d'un point de vue quantitatif par des données. Donc Kevin va aussi parler de cette méthode de recherche assez novatrice. Et Kevin va aussi vous en reparler, mais ce sur quoi on veut mettre l'accent aujourd'hui, c'est que nous, on veut être un outil. On va être un outil pour tout le monde, pour les listes, pour les partis, pour les citoyens, sur lesquels vous pouvez vous reposer pour essayer de faire advenir la parité sociale. Donc nos chiffres, la carte interactive qu'on va sortir très prochainement, tout ça, c'est pour nous tous, toutes. Donc on espère que vous allez, que ça va vous plaire et que ça va vous servir. Et donc voilà, le but c'est que ça soit collectif. Donc maintenant Kevin, notre directeur scientifique, peux-tu nous en dire plus sur le rapport et sur tout le travail que tu mènes et que tu as co-initié avec Démocratiser la politique? C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, mon rôle là, ça va être un petit peu d'expliquer, de vous donner envie, en tout cas, d'aller lire ce rapport en expliquant un petit peu, en revenant sur la démarche d'un point de vue scientifique, comment est-ce qu'on fait des sciences sociales militantes, comment est-ce qu'on fait un usage stratégique des sciences sociales, comment est-ce qu'elles peuvent être pensées de A à Z avec les personnes concernées, pour les personnes concernées et surtout par les personnes concernées. Charlotte vient de l'évoquer, on a mené une trentaine d'ateliers, au total c'est une centaine d'heures d'ateliers, de récits d'expérience qui sont une matière aujourd'hui qui vont nous permettre de briser la bulle du silence qui pèse sur le fonctionnement de la vie politique, pourtant si centrale dans ce qu'on vit au quotidien, qui dirige, organise la société française telle qu'elle est, et dont on ne dit pourtant pas grand-chose. Parce qu'il y a un principe de base dans la vie politique, c'est qu'en fait, il y a des schémas de loyauté. Des schémas de loyauté à l'organisation politique, quand bien même, cette organisation politique, elle n'est pas nécessairement faite par et pour les personnes qui nous ressemblent. Et ça, c'est le constat de base. On n'aurait pas besoin d'un rapport scientifique pour le faire. C'est que la plupart des élus, aujourd'hui, surtout dans les plus hauts niveaux de pouvoir, ne nous ressemblent pas. C'est pour ça qu'on a volontairement intitulé ce rapport Tous les mêmes et qu'on ne l'a pas féminisé tout aussi volontairement, parce qu'aujourd'hui, dire que les politiques sont tous les mêmes, ça n'est pas une erreur. Ça n'est pas une erreur, c'est une suggestion même qu'on doit se faire et qu'on s'est faite à partir de notre expérience concrète de militants et de militantes pour se dire, mais en fait, comment ça se fait ? Comment ça se fait que nous, on voit dans notre engagement associatif, syndical, parfois même politique, dans les partis politiques ou hors les partis politiques, on voit que des gens comme nous s'investissent ou souhaitent s'investir. On voit des manifestations syndicales, le mouvement sur les retraites il y a 2 ans qui réunissent 2,5 millions de personnes dans la rue. On voit l'engagement associatif bénévole qui compte des millions de personnes également en France. Donc on voit une disponibilité concrète des gens comme nous, et pourtant on ne voit pas des gens comme nous au plus haut sommet du pouvoir. Et donc notre démarche, elle a été en co-initiant avec mes collègues Taoufik Valipoura et Tara Dickman ce projet il y a bientôt 3 ans, elle était de se dire, mais repartons de cette intuition, en fait. Cette intuition qui sont tous les mêmes, et que si c'est pas l'engagement des classes populaires et des classes moyennes le problème, mais que en effet il y a un hiatus à la fin, étudions comment est construit ce système qui est en fait un système de sélection sociale et de discrimination sociale. Osons poser les mots là-dessus et allons fouiller dans nos expériences et ensuite allons vérifier dans de la donnée. Et alors du coup ça produit ce premier rapport, qui est un premier rapport de recherche dans lequel on voulait faire le constat indéniable qu'il y a une stratification du pouvoir, un système de sélection, un système d'éviction du pouvoir, et qui va nous faire arriver à une conclusion, ce rapport, c'est que tout ça a une explication qui n'est ni l'engagement populaire, qui n'est ni les capacités des classes populaires et moyennes à faire de la politique, mais que les classes supérieures s'organisent stratégiquement, utilisent les leviers qui sont à leur disposition dans le système électoral pour préempter le pouvoir politique et empêcher d'autres de pouvoir gravir les échelons du pouvoir politique. C'est ça la conclusion de ce rapport. Et alors, pour commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, je voulais commencer par vous faire un petit quiz. D'abord parce que sinon je vais parler une demi-heure non-stop, ça va vous faire chier. Mais aussi pour qu'on s'approprie un petit peu des choses peut-être qu'on connaît par intuition, ou peut-être pas, et qui vont nous surprendre. Alors, la première chose d'abord, c'est, on va beaucoup parler là aujourd'hui de classe populaire, de classe moyenne, de classe supérieure. Je vais donner un petit essai de définition, et je voudrais qu'on voit si on arrive un peu à situer ce que c'est
en termes de population dans la société française d'aujourd'hui. Alors, grosso modo, sociologiquement, il y a plein de façons, je vais pas vous faire un cours de sociologie des classes sociales, mais il y a plein de façons de définir ce que sont les classes supérieures, populaires, etc. Nous, on a retenu une qui était en fait liée à la donnée dont on disposait, qui partait des professions qui étaient inscrites par les candidats et candidates sur leur fiche de candidature auprès des préfectures. Donc on est parti d'une définition très proche de la catégorie socio-professionnelle. Et donc en gros, les classes populaires, ce sont toutes les personnes qui, au-delà de leurs revenus, au-delà de leur niveau de diplôme, au-delà de leurs appartenances sociales, géographiques, exercent des professions où elles ne détiennent pas le pouvoir sur leur métier. Ou des ouvriers, des employés, des petits fonctionnaires qui sont, en sociologie on dit subalternes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de décider de son métier, de sa profession, et c'est ce qu'on va voir, ne sont pas en capacité non plus de décider de la vie sociale et la vie politique du pays. Les classes supérieures, ce sont les personnes qui, au contraire, ont le pouvoir dans la société, par l'organisation du travail, de décider de ce que les autres font. Moi-même, par exemple, je suis sociologue aujourd'hui, je ne gagne pas 2200 au niveau salaire, je suis à peu près au salaire médian, pourtant j'ai un pouvoir qui m'est conféré, entre guillemets, par mes diplômes, c'est de pouvoir déterminer ce que sont les savoirs légitimes dans une société. En ça, même si pourtant je viens d'un milieu prolo, j'habite toujours dans un quartier populaire et j'ai pas un salaire qui est extrêmement élevé, j'appartiens aux classes supérieures, et des cas plus classiques de classes supérieures, ça va être tous les cadres d'entreprise, de la fonction publique, des magistrats, des avocats, des dentistes, etc., qui ont un pouvoir de décision sur le corps des autres, sur la société, sur les institutions, sur les entreprises, etc. Et les classes moyennes, c'est en gros toutes les personnes qui jouent un rôle d'intermédiaire entre tout ça, qui ont un peu d'autonomie dans leur travail, mais qui encadrent aussi d'autres personnes, comme par exemple des travailleurs et travailleuses sociales, des profs qui éduquent des enfants, etc., etc. Une fois que je vous ai dit ça, à votre avis, les classes supérieures dans la société française, combien en pourcentage elles représentent de personnes? Les classes supérieures en activité, est-ce que, à votre avis, les classes supérieures dans la société française, c'est plus que 30% de la population? Levez la main si vous pensez que c'est plus que 30%. Si vous pensez que c'est entre 20 et 30% de classes supérieures dans la société française. Levez la main, levez la main, levez la main. Est-ce que vous pensez que c'est entre 10 et 20%? Bravo. Donc les classes supérieures, c'est 14% de la population au jour d'aujourd'hui. Les classes populaires, combien sont-elles? Est-ce que vous pensez qu'elles sont plus de 50% de la société française? Levez la main, c'est le même jeu. Plus de 50%. Est-ce que vous pensez qu'elles sont plus de 40% de la société française? Est-ce que vous pensez qu'elles sont plus de 30% de la société française? Tu es toute seule, mais tu as raison. Les classes populaires, c'est 34% de la société française, et je parle de classes populaires actives. Donc j'exclus les retraités, qui sont environ 30%. Bon, ceci étant dit, un des premiers résultats de notre rapport, ça a été justement d'étudier, parce qu'on a pu accéder à des bases de données du ministère de l'Intérieur avec lequel on a travaillé. On travaille avec le service sélection, pas avec Darmanin ou Retailleau. On a travaillé avec le service sélection du ministère de l'Intérieur, qui sont des gens très sympas et qui avaient très envie qu'on utilise ce qu'ils faisaient. On a travaillé du coup sur ces bases de données et on a pu recenser le nombre total de personnes qui ont candidaté au moins une fois dans leur vie à une élection depuis 2002. Donc le nombre d'individus uniques qui ont candidaté au moins une fois à une élection législative, régionale, municipale, ce que vous voulez. Donc en réalité, c'est beaucoup d'élections municipales, notamment dans des petits territoires. La France a cette spécificité d'avoir quand même un schéma électoral qui réunit beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de petites communes dans lesquelles on peut être élu et donc s'engager dans la vie politique. À votre avis, combien de personnes ont un jour candidaté à une élection sur ces donc 23 dernières années? Est-ce que vous pensez que c'est entre 100 000 et 200 000 personnes? Levez la main. Entre toutes les élections confondues. Donc c'est essentiellement des élections municipales, mais c'est toutes les élections confondues. Entre 100 000 et 200 000 personnes. Entre 200 000 et 500 000 personnes. Entre 500 000 et 1 million de personnes. Entre 1 million et 2 millions de personnes. Plus que 2 millions de personnes, vous êtes deux. Bravo. Il y a, et c'est la première chose qu'on a pu constater en faisant notre travail, il y a 2,17 millions de personnes différentes qui ont candidaté une fois à une élection depuis ces 23 dernières années. Et ça, en fait, c'est venu confirmer le constat qu'on avait fait à partir de nos expériences. C'est que non seulement dans la vie associative, syndicale, le mouvement social français, les classes populaires et moyennes, la population s'investit massivement, mais y compris dans la vie électorale. Et ce, dès lors
qu'on leur laisse la place. Et je vous ai donné donc les chiffres de la population française, des classes supérieures, moyennes, etc. Donc je vous rappelle, il y a 14% de classes supérieures dans la société française. À votre avis, dans ces 2,16 millions de personnes, combien de personnes appartiennent aux classes supérieures? Une personne me donne une réponse. Un test. À votre avis, combien parmi tous ces candidats et candidates, combien appartiennent aux classes supérieures? 2 millions sur 2,16 millions du coup. Autre question, à votre avis, combien en pourcentage, en millions comme vous voulez, combien de ces 2,7 millions de personnes qui ont candidaté au moins une fois à une élection, combien appartiennent aux classes populaires? Quelqu'un? La moitié? Alors on a deux trucs très différents, c'est toi, ça fonctionnera pas ensemble du coup. 2 millions de classes supérieures ou du coup 1 million et quelques de classes populaires. Et alors je vous donne les chiffres et ça a été même pour nous une surprise en fait de voir ces chiffres-là. Dans ces 2,17 millions de personnes, 30% d'entre elles appartiennent aux classes populaires, 26% appartiennent aux classes moyennes, 22% aux classes supérieures, 22% sont des retraités. Qu'est-ce que ça nous dit cet ensemble de chiffres? Deux choses. Non seulement les Français et les Françaises s'engagent massivement dans la vie électorale, mais surtout ce sont des Français et des Françaises qui plus ou moins nous ressemblent, avec une surreprésentation quand même un peu nette des classes supérieures mais pas extrême, et surtout une représentation des classes populaires et moyennes quasiment à hauteur de ce qu'elles représentent dans la société. Et donc ça c'est assez fou, ça veut dire qu'en fait s'il y a tant de gens que ça, normaux entre guillemets, disponibles à s'engager, mais qu'à la fin, autre chiffre, aux dernières élections européennes, 87% des eurodéputés étaient issus de classes supérieures, 87% des eurodéputés actuels français et françaises sont issus des classes supérieures, c'est que dès lors, on a commencé à prouver qu'il y a une discrimination sociale en politique. Et combien de temps il nous reste? 10 minutes? 10 minutes, voilà. Et donc c'est là que l'histoire démarre en fait. L'histoire de ce rapport, c'est d'aller comprendre, à partir des expériences qu'on a vécues, d'aller vérifier comment est-ce que ce mécanisme de sélection il s'est instauré. Et donc, parmi quelque chose, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait, et je vous renverrai au rapport complet. Il y a plein de très très jolis graphiques, et je vais commencer par vous en montrer un, que vous allez à peine voir sur cet écran évidemment, mais c'est pas grave, vous allez faire confiance pour vous le décrire. Si vous ne faites pas confiance, vous irez voir. Puis si vous n'irez pas voir, c'est pareil. Je meuble juste le temps de scroller le rapport, c'est tout. Ça donne envie, hein, il y a plein d'images et tout ça. Et des slides, ça aurait été vachement mieux, mais je ne vous aurais pas montré le rapport en même temps du coup. Il est où l'escalier du pouvoir? Il est là, voilà. Voilà, ce qu'on a fait, c'est essayer de décrire l'escalier du pouvoir. Vous avez tout en bas là, alors en colonne vous avez de gauche à droite les classes populaires, classes moyennes, classes supérieures et les retraités. Tout en bas vous avez l'ensemble de la population, donc les chiffres que je vous ai donnés sur la population française. Et ensuite, si vous marchez sur cet escalier, vous avez le pourcentage de chaque classe parmi tous les candidats aux élections, chiffre que je viens de vous donner, et puis le pourcentage de chaque classe parmi les élus municipaux et municipales, puis ensuite parmi les élus départementales et régionales, et puis enfin parmi les parlementaires. Donc on part de 32% de classe populaire dans la société française, avec seulement 4% parmi l'ensemble des élus parlementaires, européens, législatifs et sénatoriales. Et vous avez les classes supérieures en bleu, vous avez un escalier du pouvoir totalement inversé, 14% dans la population française et 68% parmi l'ensemble de nos parlementaires. Et vous avez même un petit souvenir, vous pouvez en faire même une carte postale pour envoyer ça à vos amis si vous voulez, ou aux têtes de liste de des prochaines élections de votre mairie pour leur dire qu'il faut arrêter cette situation. Ce qu'on démontre en montrant ça, c'est que les classes supérieures sont que les classes populaires sont 16 fois plus sélectionnées que les classes supérieures par le système politique. Entre l'entrée de départ de je m'engage, je prends ma candidature et est-ce que je peux arriver au plus haut du niveau parlementaire, les classes populaires sont 16 fois plus sélectionnées, subissent 16 fois plus de mécanismes d'éviction. Et ce qu'on démontre notamment dans la partie 2 du rapport, c'est que ces mécanismes d'éviction, ils dépendent de beaucoup de mécanismes électoraux, institutionnels qui peuvent être différents suivant les élections. Par exemple, les élections européennes auxquelles beaucoup de listes peuvent se présenter assez facilement, parce que c'est une élection qui est très peu coûteuse en termes de temps, d'argent, qui est assez libre, assez ouverte, avec seulement 83 candidats et candidates à présenter. Il y a massivement des classes populaires qui sont présentes comme candidates, et pourtant,
c'est l'élection la plus discriminante à la fin, avec, je vous le disais, 87% d'élus issus de classe supérieure. D'autres élections fonctionnent différemment, comme les sénatoriales par exemple. C'est une élection qui est plus ou moins indirecte, où le suffrage est indirect, parce que c'est que des grands élus, des élus municipaux, régionaux, départementaux, qui votent pour des candidats qui deviennent ensuite sénateurs et sénatrices. Et donc en fait, ça met une barrière dès l'entrée. Et les sénatoriales, par exemple, dès le niveau de la candidature, c'est une élection très discriminante, très dominée par les classes supérieures. Donc il y a des mécanismes très différents. Et ensuite, on a fait un focus, et je vais aller vers la conclusion là-dessus. On a fait un focus sur les élections municipales. Parce que les élections municipales, il y avait deux choses qui nous importaient. C'est que la première chose, l'agenda politique, c'est que là, notre premier objectif, c'est de faire en sorte qu'on limite le poids des classes supérieures dès les prochaines élections municipales. Et puis la deuxième chose, c'est que comme vous le voyez ici, les élections municipales, c'est une élection auquel les gens candidatent et qui a un premier pas d'entrée peu coûteux pour les gens, dans lesquels les portes sont relativement ouvertes. Et donc on a voulu s'intéresser à ça pour dire, bon mais en fait, dans cette masse de candidatures, peut-être que ça part de là en fait, ce système sélectif. Peut-être que les gens candidatent en effet, mais qu'en fait, ça commence à déconner dès cet endroit-là. On avait compris que les élections sénatoriales, législatives, parlementaires, etc., on voyait bien les mécanismes sélectifs, il faut de l'argent pour les campagnes électorales, c'est décidé par en haut, à Paris, par des grands bourgeois, proches des têtes de parti, etc. Ok, d'accord. Mais il fallait affiner un peu le propos. Et donc, on a décrit toute une série de mécanismes à partir des élections municipales qui ont été finalement une tentative à chaque fois de transcrire ce qu'on avait vécu dans nos expériences de militants et de militantes et d'élus dans une sociologie quantitative. Et c'est là que le projet de recherche démocratiser la politique il est intéressant, c'est que vraiment, il prend au sérieux ce que les premiers et premières concernés disent, il va vérifier, il va confronter, et il va mettre en débat l'expérience des personnes avec les sciences sociales, sans jamais que l'un ou l'autre domine l'autre, mais toujours en essayant de faire alliance entre chercheurs et chercheuses, entre la recherche et les militants et les militantes, et le militantisme. Et là-dedans, on a pu faire un certain nombre de découvertes, et je vais en citer que deux pour vous donner envie de lire le rapport. J'ai plusieurs fois dit qu'il fallait lire le rapport, hein. C'est bon, vous avez compris? Super. Alors la première chose, c'est que par exemple, on a essayé de cartographier, alors là à l'écran ça sort très mal, on a essayé de cartographier la représentation politique parmi les candidats dans toutes les communes de France ou parmi les élus partout en France. Ce que vous voyez sur cette carte et que vous verrez encore mieux une fois que vous aurez téléchargé le rapport, c'est bon? Je vais arrêter cette blague. Là, ici, ce qu'on a cartographié, en fait, on a créé un indice de représentation. Donc en fait, on a créé un indice qui nous permet de tester le niveau d'éligibilité de chaque classe sociale sur les listes au municipal, et surtout, de tester d'abord la part de chaque classe sociale sur les listes municipales. Donc est-ce qu'il y a 50% de classes supérieures ou 10% de classes supérieures, pareil pour les classes populaires, etc. Et surtout, on a rajouté quelque chose, parce que dans l'expérience militante, c'était important, c'est que ce qui importe, c'est pas juste être présent sur la liste, c'est être en position éligible sur la liste. Donc cet indice, il combine ces deux données. Et donc là, sur cette carte, vous avez l'indice de représentation des classes supérieures dans chaque commune de France. On a créé une version interactive aussi pour que chacun aille trouver les données sur sa propre commune, avec plein de chiffres sur l'âge, le genre, la classe, etc. Et là, ce que vous voyez mal, ici, c'est une diagonale qui va du sud-ouest jusqu'au nord-est, une diagonale un peu plus blanche et rouge, qui sont les territoires dans lesquels les classes supérieures sont moins surreprésentées. C'est-à-dire qu'elles se désinvestissent de ces territoires, elles candidatent moins aux élections, elles sont moins souvent élues, et à contrario, vous avez la même carte inversée pour les classes populaires, ici, et vous avez la diagonale qui est encore mieux visible, là, c'est du rouge, où c'est les territoires où les classes populaires sont les mieux représentées, ou les moins pires en tout cas, les endroits les moins pires pour la représentation des classes populaires. Cette diagonale, vous la connaissez peut-être, c'est celle qu'on appelle très mal la diagonale du vide. C'est un terme qui est très méprisant pour les ruralités. C'est une diagonale en fait de territoires peu denses en termes d'équipement, en termes de densité de population, en termes de richesse. C'est des territoires qui sont en fait, de par notre analyse, des territoires qui sont délaissés par les classes supérieures. En fait, elles ne trouvent pas intérêt aux yeux des classes supérieures. Ça et toute une série d'autres données nous prouvent que, en fait, les classes supérieures s'intéressent au pouvoir politique lorsqu'elles ont un intérêt plus global, un intérêt social, culturel, économique, à aller vers le pouvoir politique. Et donc les classes supérieures préemptent le pouvoir politique d'autant plus qu'on s'approche des centres urbains et des centres de richesse. C'est-à-dire que dans une ville comme Paris, par exemple, qui est le territoire le plus urbain, le plus dense et le plus riche de France,
les classes supérieures atteignent des niveaux de surreprésentation hallucinants, avec dans certains arrondissements parisiens, 0 représentant ou représentante des classes populaires qui sont élus, malgré des 10, 20, 30, 40% de classes populaires dans ces arrondissements-là. Et le truc, c'est pas juste que parce que les classes supérieures elles sont nombreuses à Paris, elles sont nombreuses chez les élus. Non, c'est une sorte d'effet multiplicateur. Lorsque dans des territoires ruraux, les classes supérieures sont à peu près représentées à hauteur de ce qu'elles sont dans la population, dans des territoires bourgeois, centraux, etc., les classes supérieures sont 2 fois, 3 fois plus, 4 fois plus représentées politiquement qu'elles le sont dans la population. Et ça s'organise très concrètement par des séries de mécanismes électoraux que les classes supérieures utilisent, dont elles disposent, et qu'elles utilisent à mauvais escient pour leur surreprésentation. Et donc je terminerai par mon dernier exemple, qui va vous donner super envie. C'est le graphique qui vraiment donne... les gens ils se disent « Waouh, j'ai trop envie d'aller voir ce rapport ». C'est une blague, c'est un graphique très complexe, mais qui est assez passionnant, vous allez voir. C'est que dans les expériences qui étaient racontées dans les ateliers, il y avait ce terme qui revenait très souvent du plafond de verre. Le plafond de verre, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un terme qui a été popularisé notamment par les mouvements féministes et conceptualisé ensuite dans les sphères professionnelles pour évaluer la disparition des femmes suivant la hiérarchie professionnelle. C'est un terme qui dit que vous avez un plafond, vous voyez ce qu'il y a au-dessus, c'est en vert, hein, vous voyez très bien qu'il y a des hommes qui sont en train de dominer les entreprises du CAC 40, mais vous ne pourrez pas monter au-dessus de tel niveau de pouvoir. Et en fait, dans les récits que tout le monde se racontait, tout le monde se disait, ben voilà, le plafond de verre, en fait, c'est une expérience qu'on connaît. On la connaît parce que on n'a jamais accès aux positions éligibles, aux circonscriptions éligibles au moment des législatives, mais aussi parce qu'on n'a jamais accès aux vrais pouvoirs, aux vraies délégations. Lorsqu'on est élu municipal, on a la délégation à l'installation des toilettes publiques, mais sujet méga important par ailleurs pour que les hommes arrêtent de pisser partout, mais on n'a jamais la délégation au budget, par exemple. Et donc on s'est dit, le plafond de verre, visualisons-le. En fait, on a des listes électorales, des élections municipales, c'est des listes qui vont de 1 à 20, 30, 80, 100 personnes qui sont ordonnées. Il y en a la tête de liste, le numéro 1, et puis le numéro 80 ou la numéro 80, c'est la personne qui ne sera jamais élue, qui ne peut vraiment techniquement pas être élue, sauf s'il n'y a qu'une seule liste et qu'elle fait 100%. Et donc on s'est dit, regardons, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a un endroit où les classes populaires n'arrivent plus à passer? Ça donne ce graphique. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais en gros, ce graphique, c'est une compilation de toutes les listes qui se sont présentées aux élections municipales de 2020, partout en France, dans tous les partis politiques. Et on a le même graphique, suivant les territoires, suivant les partis, etc. Ça, c'est le graphique global. Vous avez tout à gauche, numéro 1, tous ceux qui sont proches de la première position sur la liste. Et tout à droite, numéro 10, vous avez toutes celles et ceux qui sont vers la dernière position non éligible. Et en fait, ce que vous voyez, donc en bleu, vous avez les classes supérieures, en vert jaunâtre, vous avez les classes moyennes, et en rouge, les classes populaires. Et en fait, vous voyez les courbes là, vous avez une courbe bleue qui monte, une courbe verte jaunâtre qui descend lentement, et une courbe rouge qui descend rapidement. Ça, c'est concrètement le nombre de personnes qu'il y a à telle position pour chaque classe sociale sur la liste. Donc ce que vous avez à peu près au niveau du 7/10e. Faustine, tu peux montrer le croisement bleu-rouge? Voilà, ici, vous avez le plafond de verre, le moment où les classes supérieures sont plus nombreuses à des bonnes positions éligibles que les classes populaires. Et plus vous allez vers le numéro 1, plus vous voyez la courbe bleue qui s'envole, plus les classes supérieures préemptent toutes les meilleures positions. Donc concrètement, et je terminerai là-dessus, à quoi ça sert de faire tout ça? Bon, déjà, ça nous apprend des choses, et puis ça fait venir du monde, vous avez vu. Ça nous apprend des choses sur comment est-ce que nos vies sont régies. Comment est-ce que les politiques publiques au niveau municipal, régional, national, par qui est-ce qu'elles sont régies? Comment est-ce que, alors que beaucoup de gens aimeraient s'engager, finalement, on préempte le pouvoir politique contre nos intérêts? Puisqu'évidemment, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de savoir qui décide pour savoir de quoi décider. Il s'agit de savoir si des classes populaires peuvent intervenir en politique pour mener des politiques favorables aux classes populaires. Tout comme pour la parité de genre, dont on s'inspire évidemment énormément. Il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe, mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir des femmes pour avoir du féminisme. Ça fonctionne pareil pour les classes populaires, y compris pour les catégories ethno-raciales minorisées, etc., etc. Donc ça nous dit quelque chose déjà de ce système doit changer, parce que nos intérêts à nous, toutes et tous, ne peuvent pas être défendus par des classes supérieures qui préemptent aussi massivement le pouvoir politique. Et puis la dernière chose, c'est qu'on en tire une conclusion. Et je vais ensuite repasser la parole à Annie. On en tire une conclusion, c'est qu'il faut renverser cet état de fait.
Et que si en fait le mécanisme global qu'on étudie, c'est que les classes supérieures préemptent le pouvoir politique, alors il va falloir les en empêcher. Parce que les gens sont capables de s'engager, donc oui, certes, il faut de la formation à la vie électorale, à la vie politique, il faut encourager, il faut travailler à briser nous-mêmes notre sentiment d'imposteur ou d'impostrice, évidemment. Mais c'est pas nous le problème. Parce qu'en fait, nous, dès qu'on nous donne l'occasion de nous présenter à une élection, qu'on nous donne l'occasion de s'engager dans une association, de prendre des positions de pouvoir, on le fait. On le fait en galérant, peut-être, d'accord, mais on le fait en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des obstacles qui nous sont mis. Et donc le problème, et c'est là le renversement que notre collectif démocratisé politique a fait, le problème, ce n'est pas l'engagement des classes populaires ni des classes moyennes. Le problème, c'est que les classes supérieures préemptent le pouvoir. Et donc nous proposons une chose, c'est que nous disons la parité sociale, qui est un concept qui a déjà été utilisé par d'autres, notamment par Julia Cagé, qui l'a proposé en 2018. Julia Cagé, par exemple, a dit, d'autres le disent aussi, il faut 50% de classes populaires et petites classes moyennes qui soient présentes sur toute liste électorale. Très bien, très très bien. Ça n'empêchera pas les classes supérieures de prendre les 50 autres %. Et ça n'empêchera pas les classes supérieures, surtout, de continuer à aller prendre les postes les plus intéressants, les délégations les plus intéressantes, d'aller prendre les territoires les plus gagnables aux élections législatives, etc. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une mesure radicale, mais qui nous semble nécessaire, parce qu'elle fout un coup de pied dans la fourmilière, c'est de délimiter à 15 à 20% maximum en moyenne au niveau national le nombre de classes supérieures sur les listes électorales. Et de s'interroger, que eux et elles s'interrogent sur comment ça se fait que ils et elles vont galérer à sélectionner entre eux et elles qui va prendre ces 15 à 20%. Et bien peut-être parce que ça fait 50 ans que vous prenez tout le pouvoir en fait. Peut-être parce qu'en fait vous n'avez pas laissé le pouvoir aux autres. Et qu'en posant cette question-là, les autres, eux, on va leur libérer de l'espace. On va nous libérer de l'espace. Et donc ça, c'est là-dessus que je conclurai. C'est notre mission à toutes et à tous. Et c'est la proposition qu'on vous met en discussion. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour que de l'intérieur des partis, mais aussi de l'extérieur, qu'on ait envie de s'engager aux élections ou pas, peu importe, qu'on soit militant associatif, syndical, politique, peu importe, comment on fait pour interpeller les partis politiques en leur disant en fait c'est mort, on va arrêter de discuter avec vous, d'aller voter pour vous, faire vos campagnes dès que le RN tape aux portes, si c'est que pour que après vous mettiez encore les mêmes, tous les mêmes au pouvoir, et que la crise politique continue à s'approfondir de manière indéterminée comme on le vit aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Kevin, j'ai l'impression que la foule est en délire pour la parité sociale en politique. Oui, merci, ouais. Et que vous avez tous et toutes envie de télécharger le rapport. Kevin vous a cité que quelques chiffres, mais il y en a plein d'autres sur est-ce que c'est pareil pour tous les partis politiques, sur plein de choses, donc allez regarder le rapport. On va prendre les questions et avant ça, juste un mot sur qu'est-ce qu'on peut faire. Kevin, tu viens d'en parler sur le seuil. Est-ce que Faustine, tu peux juste nous dire rapidement en quoi il y a un enjeu constitutionnel avec la parité sociale en politique? Et Annie, tu pourras nous dire 2-3 mots sur toutes les mesures dont vous avez discuté dans les ateliers avec les autres co-chercheurs, co-chercheuses. Je pense que c'est bon là. Super. Nous, on a réfléchi donc à plusieurs axes juridiques et surtout constitutionnels pour faire advenir la parité sociale. L'idée, ce serait, comme disait Kevin, de s'inspirer de la parité de genre, donc de toutes les propositions féministes. Donc, à l'instar de la révision constitutionnelle qui a consacré la parité entre les femmes et les hommes en politique, nous, ce qu'on propose, c'est d'étendre le champ aux différentes catégories sociales. Donc ça va être un peu technique, je vais essayer de faire ça le plus facilement possible. On a 3 propositions. La première, c'est sur le premier article de la Constitution. Actuellement, il dit que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Donc ça, c'est depuis une révision constitutionnelle. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est proposer une nouvelle rédaction qui dirait donc que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes, ainsi que toutes les catégories sociales aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Donc rajouter ce passage-là pour permettre de faire advenir notamment la parité sociale. La deuxième chose qu'on propose, c'est de revenir au principe de la souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'il y a un article qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple et surtout qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Or, comme l'a expliqué Kevin durant son intervention, on remarque que le constat, c'est qu'il y a bien une section du peuple qui est en train de s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale.
Donc le but c'est de revenir à ce principe fondamental. Donc nous ce qu'on propose c'est d'affirmer, lorsqu'on fait cette révision constitutionnelle, dans les principes de cette révision, qu'il faut revenir à cette idée que la souveraineté nationale appartient à tout le peuple et pas à une seule section. Et enfin, on a beaucoup parlé des partis politiques tout au long de cette intervention, et nous, ce qu'on propose, c'est donc de rajouter dans l'article 4, qui est l'article de la Constitution qui parle du rôle des partis politiques. Les partis politiques, ils ont un rôle notamment de garantir l'expression du suffrage et l'égalité entre les femmes et les hommes et d'investir les femmes et les hommes. Et nous, donc, on voudrait inscrire pleinement leur mission constitutionnelle de garantir le respect de la souveraineté nationale par une représentation fidèle de la diversité sociale, et donc écrire dans la Constitution que les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage et qu'ils doivent respecter le principe de souveraineté nationale de la démocratie. Moi, je vais être bref parce que je pense que c'est important qu'on puisse échanger. Mais ce qu'on a vu, nous, les co-chercheuses et co-chercheurs élus ou militantes, et surtout les élus, on s'est rendu compte que les élus issus des classes populaires qui se retrouvent sur une liste, qui se retrouvent élus sans avoir eu auparavant de formation, une expérience politique, se retrouvent isolés. On est allé les chercher, on les fait élire, et puis après, on les forme pas, et ça se passe mal. Et il y a une souffrance de ces élus. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir décorréler en fait les moyens qu'on leur donnera, des moyens de formation, décorrélés des partis politiques. Parce que la plupart du temps, il faut appartenir à un parti ou aller se former dans des organismes de formation des partis politiques, alors qu'il existe plein d'autres organismes qui n'appartiennent pas aux partis politiques. Donc ça, c'est une chose importante. C'est ensuite déprécariser aussi les élus qui sont dans les classes pop, de façon à ce qu'ils puissent aussi avoir des indemnités, donc revoir aussi les niveaux d'indemnité, arrêter aussi les cumuls d'indemnités. Alors la loi plafonne les cumuls, mais à un niveau quand même assez élevé. C'est-à-dire qu'un député qui a plein d'autres mandats, notamment on a beaucoup de ministres et de députés à la région Île-de-France, ils ont un maximum d'indemnités, le reste d'indemnités ne les perçoivent pas. Mais on voudrait modifier ça de façon à ce que les élus issus qui appartiennent aux classes populaires puissent aussi avoir une indemnité pour pouvoir faire leur travail correctement. Et puis voilà, puis il y a d'autres propositions, mais on aura une deuxième partie, un deuxième rapport, c'est ça, où on les proposera vraiment du concret sur ce sujet-là. Vous avez des questions, des remarques? Moi, j'avais une question sur les cartes qu'on a vues. C'est par rapport à la moyenne nationale ou la moyenne du territoire sur les classes. C'est là les cartes que vous avez vues et la carte interactive. À chaque fois, le nombre de candidats ou d'élus est rapporté à la population du territoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment ça nous permet de jauger le niveau de représentation suivant, parce que les territoires sont très 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 différents, quoi, et donc, suivant la réalité de la population. Alors moi j'ai plusieurs remarques à faire. Déjà par rapport au fait que effectivement les classes populaires sont sous-représentées, et en vrai c'est aussi en partie par le manque de temps pour consacrer à la politisation, parce que effectivement quand on travaille beaucoup, qu'on est fatigué par le travail, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué et qu'il faut essayer de voir comment c'est possible de mettre ça en place, d'essayer de politiser un maximum les gens jeunes et de toute catégorie sociale, parce que effectivement quand on a le temps, quand on a l'argent, on a la possibilité de s'instruire là-dessus. Et moi par exemple, mon copain vient du 93 et lui il a jamais été politisé, et là il commence tout juste à s'intéresser un petit peu et il se rend compte de tout ce qu'il y a à savoir dedans. Donc c'est assez compliqué aussi je pense là-dessus de réussir à s'instruire, de trouver le temps pour ça. Et ensuite aussi par rapport à la diagonale du vide entre guillemets, je sais que moi j'ai une copine du coup qui a déménagé là-bas en Corrèze,
et en fait qui est en train d'essayer de monter du municipalisme libertaire, si je ne me trompe pas dans les termes. Du coup, ils essayent de faire grandir une vraie démocratie, quelque chose qui donne la parole à tout le monde. Et en fait, je me demande si justement ce serait pas un peu un levier de partir justement des campagnes là où on arrive à avoir plus de milieux ouvriers qui ont le pouvoir pour justement après étaler ça et faire en fait venir, à l'inverse de ce que le capitalisme peut faire venir la puissance de par les grandes villes, de les faire venir plutôt de par les campagnes, de par les petites villes et d'après les étendre pour qu'il y ait de plus en plus de pouvoir. Voilà. Je sais pas s'il y a des réponses ou... Juste pour vous donner encore plus envie de lire le rapport, si le municipalisme ça vous intéresse, on a un encadré d'un chercheur qui est dans notre conseil scientifique qui a fait un encadré sur ce sujet dans le rapport. On va prendre quelques questions à la fois pour faire une réponse globale. Ok. Je vais essayer de parler fort. Il y a plein de bruit là. D'abord, Kevin, t'inquiète pas, on va le regarder le rapport. On a compris, promis juré, et je vais même le transférer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, alors, Linda, Assemblée des quartiers populaires, mes collègues ici, c'est le choix que vous avez fait pour définir les classes sociales populaires, disons. Vous l'avez calqué sur l'INSEE, voire la préfecture, etc. Est-ce que ça vous a pas posé problème dans la recherche en elle-même, en termes de limitation, parce que au regard du sujet, parce que quand on pense à l'accaparement du pouvoir et donc des postes d'élus, on est en plein dans la discrimination où on suppose que les gens, alors que ce soit réel ou fictif, que les gens appartiennent à la classe populaire, et donc c'est cette idée de représentativité. Les gens, enfin moi je prends mon cas, je suis dans ta définition INSEE, je suis classe up, d'accord, en fonction de mon métier. Mais je peux te dire que n'importe quel pouvoir politique me voit comme classe populaire. Et ça ne changera pas parce que dans l'idée sociologique qu'on se fait des classes populaires, elle est inhérente à ce que nous on renvoie ou à ce qu'on suppose qu'on est. Donc je veux juste savoir sur la question des limites. Oui, moi je voulais juste répondre. J'ai été interpellée par une chose que tu as dite, notamment sur aller former à la politique dans les classes pop. Mais moi, je pense pas qu'on ait besoin de les former. Quand tu regardes les mouvements sociaux, quand tu regardes, quand on a fait, moi je suis de la génération de la manif Marseille-Paris contre le racisme, etc. On était tous issus de classes pop, des quartiers pop. On s'est pris en main, on s'est pris en charge, et on a fait cette manif. Et non, ils sont formés. Il manque de temps, il manque de moyens, mais d'être formés, non. Je pense que c'est faire attention. Voilà, ça dépend, mais quand tu vois dans les quartiers populaires, quand tu vois le mouvement associatif, comment il tient, c'est grâce à des gens qui sont formés et qui s'auto-forment. Et justement, le chiffre dont Kevin parlait du 2,17 millions de personnes qui ont candidaté à une élection en France, dont 30% de classes populaires, montre qu'il y a un engagement massif de gens qui, pour très nombreux d'entre eux, ont créé des associations, sont engagés dans leur quartier, font plein de choses et donc ont une expertise très forte. Et c'est ce que je pense que vous avez mis en avant dans les nombreux ateliers DLP. Et après, ça n'empêche pas que, évidemment, plus il y aura de gens engagés, mieux ça sera, évidemment, ça fera accroître le rapport de force. Mais c'est justement en brisant ces obstacles au pouvoir et en créant des nouvelles incarnations aussi que les gens vont avoir plus envie de s'intéresser à la vie politique. Je vais répondre du coup sur les deux questions sur ruralité et sur la définition des classes sociales. Tu as entièrement raison. Du coup là vraiment c'est ce que je disais au début, l'idée c'était d'avoir un rapport quantitatif donc basé sur des données existantes qui existent, point. Alors nous on fait des préconisations par ailleurs qu'on va présenter au service sélection du ministère de l'Intérieur pour améliorer la donnée justement et avoir des données plus précises sur par exemple les élus italiens par exemple doivent donner, même le moindre conseiller municipal doit donner son revenu, doit rendre public son revenu.
Et puis on a en France la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui compile un certain nombre de données aussi patrimoniales et sur le revenu, mais qui les diffuse plus ou moins suivant le statut de l'élu. Donc nous, on préconise d'aller plus loin, tout en gardant l'anonymat des personnes, évidemment, mais d'aller plus loin pour mieux connaître, parce qu'on pense que c'est un enjeu démocratique. Et ce que tu dis, derrière, ça fera aussi l'objet du second rapport, qui va être un rapport beaucoup plus qualitatif sur, à partir des ateliers qu'on a menés et des débats qu'on va mener pendant les prochains mois et pendant la période électorale, de recueillir, de s'écouter les uns les unes les autres, recueillir tous les témoignages de qu'est-ce qui dysfonctionne, et de montrer que les rapports de classe, c'est des rapports qui peuvent être étudiés par le revenu, la profession, etc., mais que c'est aussi un rapport social. En effet, c'est un rapport social qui, ce que je disais tout à l'heure sur toi tu auras telle délégation et toi telle autre par exemple, ou ce que tu dis, c'est l'autre version plus qualitative du plafond de verre, c'est on te regardera toujours d'une certaine manière, mais moi dans mon milieu scientifique c'est pareil, enfin, tous les milieux de pouvoir sont assez égaux là-dessus malheureusement quoi. Et puis il y a une dernière chose qui se cache derrière, c'est l'intersection entre la classe et la race en France, qui est quand même une spécificité française, pas que française, mais qui quand même en France, du fait de notre histoire coloniale, est extrêmement puissante. Alors faire attention, il ne faut pas limiter les classes sociales aux populations racisées. Et nous, c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler à cheval entre les ruralités et les territoires urbains, entre les populations racisées ou non. Et il y a des points communs, et il y a un dénominateur commun qui nous permet de nous allier, justement. Mais il faut aussi distinguer, ce qui fait que vous êtes noir ou arabe, quand bien même votre père, votre mère était ambassadrice, vous allez toujours être perçu comme un prolo. Donc il y a un déclassement social par la question raciale. Et il y a un stigmate social qui se maintient et qui se renforce, d'autant plus qu'on est une personne racisée. Et ça fera l'objet du troisième rapport, du coup. Mais pour ça, il faut qu'on trouve de l'argent. Donc nous vous encourageons à évidemment dire à toute personne qui a un peu d'argent autour de vous de faire un don à démocratiser la politique. Je sais que beaucoup de projets ont besoin de dons et ils sont tous légitimes. Mais c'est en effet dans les prochaines années, un des trucs qu'on veut faire, c'est créer un observatoire de la parité sociale qui puisse étudier cet ensemble de sujets avec par ailleurs des organisations existantes. Par exemple, Oxfam a travaillé sur la parité de genre récemment, un super rapport, collaborer avec d'autres organisations qui existent, quoi, et pouvoir produire de la donnée, des savoirs là-dessus. Et je termine sur la question des ruralités, je l'ai un tout petit peu abordé. Je crois que ça a déjà commencé à avoir lieu avec le mouvement des Gilets jaunes en fait. Et il faut un mouvement des Gilets jaunes politique. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est plutôt l'extrême droite qui est en train d'avoir une stratégie. Enfin, vous connaissez le projet Périclès de Pierre-Edouard Sterrin. Le projet Périclès, il s'adresse très particulièrement aux territoires ruraux, avec vraiment l'objectif de faire basculer les petites communes, ce qui est un enjeu, de maillage territorial, et un enjeu sur les élections sénatoriales aussi. Et là, clairement, nous, la gauche, on est à la ramasse là-dessus, alors qu'il y a un quart de population française qui habite en ruralité, qu'il y a une disponibilité à l'engagement qui est très forte, que le mouvement social de ces dernières années l'a montré, et qu'il y a vraiment un truc à rattraper là-dessus. Bonjour, je m'appelle Nancy. Je voulais juste avoir une question sur la classe populaire. Qui représente la classe populaire, qui représente la classe supérieure et la classe moyenne. Juste la différence. Et après, j'aurais une question. Juste la différence de la classe populaire, moyenne et supérieure. La deuxième question, c'est la réponse que vous allez me poser. Vous allez répondre et là, je vais parler pour le deuxième. D'accord. Je le fais vite parce que j'avais expliqué au tout début, mais je le dis rapidement. Pas de souci. Là, il y a plein de façons de définir les classes sociales. La façon la plus classique historiquement, celle du marxisme, la bourgeoisie, le prolétariat, elle dit en gros, il y en a qui détiennent les moyens de production, d'autres qui n'ont pas les moyens de production et qui vendent leur travail pour vivre. Et en gros, la sociologie des classes sociales, elle garde un peu cette idée-là, en ayant complexifié un peu la chose. Et elle dit que les classes populaires, c'est les gens qui ne décident pas de leur travail, de qu'est-ce qu'ils exécutent dans leur travail. Par exemple, les employés ou les ouvriers qui sont dépendants de leurs supérieurs pour travailler, au sens où ils ont des directives. Les classes supérieures, ce sont les personnes qui, au contraire, décident de leur travail, qui sont totalement autonomes. Donc des scientifiques, par exemple, sont totalement autonomes et peuvent décider pour la société des savoirs. Des hauts fonctionnaires décident de l'organisation de l'État, des cadres du privé et des patrons décident du fonctionnement de l'entreprise, etc. Et les classes moyennes, c'est toutes les professions dans cette version-là. Il y a d'autres versions des classes sociales, mais là, on a travaillé sur les professions. Les classes moyennes, c'est toutes celles qui sont au milieu, qui font l'intermédiaire entre les deux, et qui ont un certain degré d'autonomie au travail, des profs de secondaire, par exemple,
mais pas totale, parce que les profs répondent quand même aux ordres de la hiérarchie d'État, et qui encadrent d'autres personnes. Donc les profs encadrent des élèves, par exemple. Je donne là des exemples. On a en annexe du rapport une précision de toutes les classes sociales, avec des stratifications par classe sociale, et des exemples de professions à chaque fois, pour être très au clair sur ce qu'on définit. Merci. Bon, parce que moi, je suis à SH, à l'hôpital de Laval. Donc moi, j'appartiens à quelle classe? Je pense classe populaire. J'ai pas le tableur en tête précis, mais je pense classe populaire. Merci. Ça, pour les retraités ou des retraités, il y a bien des classes populaires de retraités et des classes supérieures de retraités, c'est rigolo. Ça fait partie de nos préconisations auprès du ministère, c'est que les données sont mal fichues sur les retraités. Il y a plein d'endroits, au théâtre, ou je sais pas où, ou même dans les transports, on paye moins cher parce qu'on a plus de 65 ans, alors qu'on peut avoir plus de 65 ans et être aisé, et avoir plus de 65 ans et être très pauvre. C'est pas logique tout ça. Conclu ? Du coup, ce qu'on voulait vous proposer en conclusion, c'est de vous faire une petite annonce en avant-première. Ouais, un tableur Excel. J'adore le tableur Excel. Mais j'adore d'autres choses dans la vie aussi. La parité sociale. Non, alors pour conclure, en fait, je vous disais tout à l'heure, voilà, la question qu'on pose à tout le monde, c'est là, on a publié cet été, donc je vous invite par ailleurs à le signer. On a publié un appel pour la parité sociale qui s'adresse aux têtes des partis politiques. Il y a un certain nombre de maires de grandes villes, de parlementaires qui l'ont signé également. On discute, on débat, voire on se confronte avec l'ensemble de la gauche aujourd'hui pour débattre de ça. Les canaux de discussion sont ouverts, donc c'est un sujet qui commence à prendre réellement. La tribune a été publiée dans Le Monde fin juillet, elle a réuni plus de 2600 signataires actuellement. Tous les partis de gauche, il y a des chefs il y a au moins une personne de chaque parti de gauche qui a signé. Vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Bref, voilà. Le sujet est pris au sérieux, mais on sait que demander à des gens qui font partie du problème de résoudre le problème, en général, ça marche pas très bien. Alors, on a des alliés, évidemment, mais on sait que sans rapport de force, on ne réussira pas à changer cette donne-là. Le rapport de force, il existe déjà. D'ailleurs, je vous invite à rester juste après, puisque dans un quart d'heure, il y a une carte blanche pour l'Assemblée des quartiers. Donc il y a des organisations, des quartiers populaires ou des ruralités qui militent sur ces questions de représentation, qui ont commencé avant nous et qui le feront après nous. Nous, on se considère être un outil aussi au service de ces organisations. Et il va falloir continuer à augmenter ce rapport de force. Les explications qu'on donne dans ce rapport, elles font partie de ces outils qui rendent la situation, le constat indéniable, irréfutable, qui proposent des solutions qui nous semblent pertinentes. Et maintenant, il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller coller au cul de toutes les têtes de liste, de tous les partis politiques pour leur dire maintenant, on ne s'investira plus si vous ne changez pas la situation existante. Et en discutant y compris avec des têtes de liste, par exemple, de mouvements citoyens, qui tout particulièrement ne font pas mieux que les partis politiques, mais qui aimeraient discuter avec nous sur comment faire mieux, mais aussi quelques têtes de liste politiques aussi, y compris de grandes villes, on s'est dit, il va falloir concrètement créer les outils pour, clé en main, qu'ils ne puissent plus dire qu'ils ne savent pas comment faire. Souvent on a eu ça, mais comment on fait pour la parité sociale? Nous on leur disait, mettez des prolos dans la liste, enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, non? Bon, ok, d'accord. On s'est dit qu'il fallait créer des outils, puis il fallait que ces outils-là, surtout, ils soient à disposition non seulement des listes qui seraient de bonne foi, mais aussi de nous toutes et tous, pour qu'on aille interpeller les partis politiques, comme avec la cartographie de la représentation que je vous ai citée tout à l'heure, vous pouvez cliquer sur votre commune. Il faudrait qu'on puisse aller interpeller pendant la campagne électorale les listes en disant non, j'ai regardé là, le bulletin de vote là, que vous avez annoncé, j'ai vu les professions des candidats et candidates annoncées, c'est pas ok. Donc on a créé un générateur qui va être disponible courant septembre sur notre site internet, démocratiserlapolitique.org, dans lequel, ici, vous voyez assez mal, désolé, pour l'instant il y a 2 villes renseignées test, vous avez en 3 étapes la possibilité de faire des calculs de parité sociale sur la liste qui est la vôtre ou pour laquelle vous voulez voter ou ne pas voter, peu importe, sur une liste. Une première étape, vous allez voir, c'est très simple. Première étape, vous cliquez
et vous allez choisir votre ville. Donc là, vous avez que Roubaix et Paris 18e qui sont renseignés. Vous allez choisir votre ville, et là, vous avez des données qui apparaissent sur... Aujourd'hui, il y a actuellement 67% de classes supérieures au conseil municipal, à Roubaix donc, c'est les vrais chiffres, hein. Voilà, contre 8% dans la population de la commune. C'est toujours les vrais chiffres. C'est énorme. Roubaix, c'est une dinguerie de Roubaix. Hein. Et donc, vous allez avoir des chiffres justement sur voilà, comment ça se passe chez vous. Et puis, étape 2, vous allez remplir la liste en mettant les professions par ordre sur la liste. 1, 2, 3, 4, 5, nanana. Ça se remplit automatiquement. Roubaix, il faut 53 candidats et candidates. Vous avez 53 numérotations qui apparaissent automatiquement et vous allez pouvoir remplir en mettant les professions, employés de commerce, agents d'assurance, agents immobiliers, etc., etc. Il y a un petit calcul qui va tourner quelque part, qui va calculer tout ça, ça correspond à quoi en termes de classe sociale. Et en étape 3, vous allez avoir le profil de représentation de votre liste par seuil d'éligibilité. Par défaut, il y a 2 seuils qui sont les 10 premiers pourcents et les 60 premiers pourcents. Vous pouvez les modifier si vous voulez. Et vous allez avoir, du coup, là, dans la liste que j'ai remplie fictivement pour aujourd'hui, la liste complète, il y a 20 personnes de classe supérieure, 7 de classe moyenne, 9 de classe populaire. Vous l'avez en pourcentage, 47%, etc. Vous avez la comparaison de ce que ça devrait être si la liste est à parité sociale, la comparaison dans les 10 premiers pourcents, dans les 60 premiers pourcents, etc. Et vous avez une étape de lecture où on vous dit une petite synthèse. Dans l'ensemble de la liste, les classes supérieures sont bien ou surreprésentées, les classes populaires sont sous-représentées dans tel seuil, etc., etc. Et ça calcule également l'indice de représentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui combine éligibilité et part de chaque classe sur la liste. C'est pas grave si vous ne retenez pas tout ce que je vous dis, c'est juste pour que vous voyez un peu l'idée, quoi. Et vous allez avoir les indices de démocratie politique sur la liste qui vont apparaître, que vous allez pouvoir comparer à l'état actuel de représentation de votre commune. À quoi ça sert ça concrètement ? Ça sert dans les prochains mois pour que toutes les personnes qui souhaitent s'engager sur des listes électorales puissent mener la bataille en interne sur les listes pour dire non, c'est pas ok, on peut faire mieux. Et si on n'arrive pas à faire mieux, parce que dans les temps courts, c'est compliqué de gagner la confiance des gens pour qu'ils se présentent, peut-être à raison par ailleurs, et bien de ce cas-là, on pourra peut-être planifier sur plusieurs mandats comment est-ce qu'on fait pour faire mieux, comment est-ce qu'on organise cette limitation du pouvoir des classes supérieures. S'il faut du temps, c'est pas grave. L'important, c'est de dire comment on fait, de justifier comment on fait. Et puis, ça servira pendant la campagne électorale pour concrètement, en tant que citoyen et citoyenne, dire non, en fait, ça, c'est pas ok. Ça, c'est pas ok. Cette liste-là, elle va pas représenter les gens tels qu'ils sont dans notre commune. Et on est prêt à le dire. On est prêt, en tant que journaliste local, en tant que citoyen et citoyenne, en tant que militant associatif, à le dire, à le porter haut et fort. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin de cette table ronde. On espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile et que vous vous rappellerez de démocratiser la politique.org pour utiliser tous ces outils. Bonne journée!